Et puis aussi utiliser... OK. On a commencé. Bonjour, donc les gens commencent à rejoindre. Bonjour tout le monde. Merci de joindre le panel d'experts aujourd'hui. Donc, je suis Jérémy. Je vous présente Dulcé. Nous sommes les deux panélistes qui vont être avec vous pour la période de discussion de ce panel d'experts aujourd'hui. Donc, je vais commencer en laissant la parole à Dulcé pour qu'elle puisse se présenter. Ensuite, je vais faire de même. Et après ça, nous allons pouvoir y aller avec une série de questions. Et au fur et à mesure que la discussion avance, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, on va pouvoir les récupérer et discuter sur ça en direct. Donc, tu le sais, la parole est à toi. Merci beaucoup, Jérémy. Ça me fait plaisir d'être là avec toi parce que c'est toujours un plaisir de parler avec d'autres analystes métiers, d'autres analystes d'affaires. Et moi, ça fait longtemps que je fais ce métier qui me passionne. J'ai été analyste d'affaires même avant que le IIBA commence. Et en 2003, on s'est réunis à Toronto, j'étais une des 28 personnes qui étaient là. Finalement, on va avoir une association pour les analystes d'affaires parce que j'étais très jalouse des gestionnaires de projets. Alors, finalement, on a quelque chose pour nous. Alors, j'étais là et puis depuis toutes ces années que je fais ce métier, ça me passionne encore. Et maintenant, je suis chargée de cours à l'Université McGill et j'enseigne l'analyse d'affaires, l'analyse métier. Alors, j'ai l'opportunité de justement parler à d'autres et de les amener vers cette profession qui est tellement importante dans nos jours et de continuer à faire évoluer cette profession-là. Alors, à toi, Jérémy. Parfait. Moi, à la différence de toi, l'IBA existait déjà depuis longtemps quand j'ai commencé. Moi, je me présente Jérémy Guay, ancien président de l'IBA Région de Québec. Donc, j'ai gravité dans l'IBA Région de Québec pendant plus de 5 ans, organisé plusieurs colloques, le colloque Analyse, entre autres. Deuxième conférence professionnelle que je donnais hier sur justement l'évolution du rôle d'analyse d'affaires. Donc, très en lien avec la discussion du panel aujourd'hui. Mais en général, je suis un passionné de tout ce qui est développement organisationnel, psychologie organisationnelle, habileté relationnelle, tout le développement des organisations aussi. En espérant que ça puisse être intéressant ce que je peux amener à la discussion aujourd'hui. Je suis sûr qu'au moins avec Dulcé, vous allez en avoir pour votre argent aujourd'hui dans la discussion. Son expertise est vraiment intéressante, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir en amener en discussion. Sinon, actuellement, je suis le RTE, donc le Release Train Engineer d'une équipe de Network IoT chez Bell, donc travaille dans l'Internet des objets, donc un domaine à part entière, ça on peut dire, dans le développement de solutions quand même. Donc, sur ça, on a fini nos introductions. Je dirais, Dulcé, pour toi, c'est quoi l'évolution d'un analyste d'affaires? Tu as vu depuis la création de l'IBA, oui, j'ai vu le début. Et là, tu me dis que tu travailles à Bell Canada. Moi aussi, j'étais là. Et c'est vraiment, on a des choses en commun. Et vraiment, c'était un environnement vraiment encourageant pour le développement professionnel. Et donc, c'est là que j'ai commencé, lorsque j'ai commencé le travail d'analyste d'affaires, on n'avait rien. Il n'y avait pas de gabarit. En fait, mon premier projet, j'ai tout fait. J'ai fait un document qui était énorme, mais là-dedans, il y avait la gestion de projet, il y avait les essais, le testing, il y avait l'assurance de qualité. J'en mettais tout là-dedans. Et je me suis dit, mais je passe mon temps à rédiger un document. Il y a sûrement quelque chose de meilleur qu'on pourrait faire avec ça. Donc, j'ai vraiment assisté à la division des tâches. Quand on est dans une grande entreprise, on peut se permettre d'avoir des gens qui font juste la gestion de projet et d'autres gens qui vont se concentrer sur l'analyse d'affaires ou sur l'analyse métier, qui est vraiment deux cheminements complètement différents. Alors, moi, j'ai eu l'opportunité de faire les deux et je voyais que en tant que gestionnaire de projet, c'était vraiment le contenant
que je m'attaquais au contenant et la cédule, au coût, tout ça, très important évidemment, mais sans les analystes d'affaires, il n'y a pas de contenu. Alors, moi, je me suis dit, mais le contenu, c'est ce qui est tellement intéressant. Qu'est-ce qu'on met dedans, ce projet-là? Il y a un projet, mais qu'est-ce qu'on met dedans? C'est quoi le contenu? Alors, c'est là que vraiment, j'ai trouvé que on pouvait se concentrer sur ça. Et finalement, on a commencé à avoir des cours parce qu'il n'y avait rien, mais des compagnies qui sont intéressées à élaborer des cours d'analyse métier avec nous. Alors, c'était vraiment un cheminement extraordinaire. Et maintenant, on parle, tu sais, 20 ans plus tard à peu près, là, je vois partout dans le monde cette volonté des gens qui veulent vraiment se concentrer sur les techniques, sur les détails. Tu sais. Alors, c'est vraiment extraordinaire de voir comment la profession a évolué d'un tout petit début à maintenant qu'on a des colloques, des sessions comme celle-là qu'on a cette semaine. Alors, c'est très, très encourageant et très passionnant d'ailleurs. Et là, je vois que Fabien s'est joint à nous. Ouais. Oui, bonjour Fabien. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. C'était le décalage horaire qui m'a induit en erreur. J'aurais pu être disponible juste à 15 heures finalement, mais finalement, à 9 heures, c'était bien. Désolé. On te comprend, c'est ça. On n'est pas habitué aux 2 heures. Merci de te joindre à nous, Fabien. Donc, on a déjà fait notre introduction, les deux. On te laisserait la parole pour que tu puisses te présenter en quelques minutes. Puis après ça, je vais te reposer la même question que je viens de poser à Dulcé, qui était c'est quoi pour toi l'évolution de l'analyse d'affaires? Donc, moi, je travaille plus à Québec, comme vous le voyez. Donc, je travaille notamment au niveau des gouvernements du Québec, notamment. Aussi dans certaines entreprises, comme par exemple Desjardins, l'Industrie d'Alliance, donc différentes entreprises de Québec dans lesquelles je suis impliqué. Fait que donc, moi, ça fait déjà quasiment une trentaine d'années que je travaille dans le domaine, si on veut, de l'informatisation. Donc, j'ai vu un peu plusieurs perspectives. Fait que c'est ça. Donc, par rapport à l'analyse d'affaires, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, bon, moi, comme architecte, un peu, même si on ne peut pas dire architecte comme tel, là, on appelle ça souvent comme ça. Conseiller en architecture. Oui, exactement. C'est ça, ça dépend des appellations. Là. Mais grosso modo, comme concepteur un peu d'écosystème, souvent numérique et tout pour être capable de faire plein de choses, on a affaire beaucoup à des analyses d'affaires, puis il y a beaucoup d'attentes qu'on a aussi par rapport à eux de ce côté-là. Fait que donc, je peux avoir une bonne idée là, de qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir, qu'est-ce qu'on s'attend à faire du côté de l'analyse d'affaires. Parfait. Et maintenant, je te poserai la même question que je venais de poser à Dulcé. Pour toi, c'est quoi l'évolution de l'analyse d'affaires? Où est-ce qu'on s'en va en tant qu'analyse d'affaires? Et surtout, peut-être depuis, tu mentionnais que tu avais 30 ans d'expérience dans la transformation des organisations, de vu l'évolution de ce rôle-là, j'imagine aussi. Donc, oui. Pour toi, c'est quoi? Oui, c'est parce que ça suit l'évolution un peu des TI. Donc, les TI prennent de l'envergure, si on veut, au niveau des domaines d'affaires. Au départ, c'était plus un objet, si on veut, qui nous amenait peut-être de la performance rapidement dans les organisations, qui remplaçait des tâches qu'on faisait d'une certaine manière à une certaine époque. Mais aujourd'hui, on est rendu dans un domaine où les gens sont formés chacun dans leur domaine, okay, à réaliser de l'informatisation d'une certaine manière. Mais ils font leur travail, mais de façon naturelle avec l'informatique. Donc, on est plus rendu à ce niveau-là. Puis l'analyse d'affaires, lui, il suit un peu le même fuseau en disant, regarde, ça prend à un moment donné quelqu'un d'assez expert parce que, malgré que moi, par exemple, je peux être un économiste, je peux être un actuaire, je peux être un chercheur, un statisticien, à un moment donné, je ne peux pas tout savoir. Je suis déjà une personne très, très compétente dans mon domaine, mais pour être capable de mettre en place un écosystème, informatique ou des choses comme ça, là, j'ai besoin d'aide. Donc, c'est un peu l'analyse d'affaires est là pour faire un peu le média, OK, entre les domaines spécifiques d'expertise. Donc, on parle de l'ingénierie, on parle de la recherche, on parle aussi même, peut-être même simplement un représentant en valeur mobilière ou autre. Donc,
j'appartiens déjà à un domaine, puis j'ai peut-être besoin d'aide pour être capable de mettre l'informatique à mon service. Fait que l'analyste, à ce moment-là, lui, c'est lui qui vient comme un peu amener ce complément d'information-là qui permet, d'un, à l'expert de parler à quelqu'un qui le comprend. Ça, c'est très, très important. Puis après ça, d'être capable de transférer les commandes du côté des équipes plus d'ingénierie logicielle, voire même de l'architecture, pour être capable de mettre en place une solution. Surtout quand on tombe dans des organisations qui ont une certaine envergure. Tu sais, là, ici, moi, comme je disais, je travaille plus au niveau des entreprises qui ont plus de 300 employés. Bon, quand on est en bas de 50 employés, ben, il y a peut-être des réalités qui sont plus à la portée des experts. Puis on le voit souvent qu'ils peuvent mettre facilement des outils eux-mêmes en place. Mais quand on tombe à 300, 500, 1000, 1500, 5000 employés, ben là, on ne peut plus improviser. Fait que là, l'analyse d'affaires, il gagne un rôle de premier plan dans ce contexte-là. Oui, tu as absolument raison, Fabien. Lorsque tu parlais, je pensais justement à mon expérience personnelle dans une entreprise avec 30 000 employés, par exemple. Et ce que je trouve intéressant, c'est que comme analyste d'affaires ou analyste métier, on a l'opportunité de travailler avec des gens de toutes sortes d'expériences ou expertises différentes. Alors, évidemment, le côté généraliste, si je peux dire, du métier, où on peut parler, on peut être un espèce d'interprète entre les TI et justement les parties prenantes, que ce soit gouvernementales, comme tu dis, ou de côté financier, ou peu importe l'entreprise, notre façon de travailler, nos techniques, la façon qu'on va élaborer les questions, les exigences, la façon qu'on va aborder certaines choses, l'animation, par exemple, d'atelier. Ça, c'est des techniques qui peuvent s'utiliser partout, peu importe l'industrie. Alors ça, je trouve ça passionnant parce qu'on est comme des caméléons, si je peux utiliser ce mot-là. On peut aller, tu sais, moi, j'ai travaillé avec télécommunications, par exemple, une compagnie qui fabrique, sans donner des noms, tu sais, une compagnie qui fabriquait des moteurs d'avion, qui est complètement des compagnies différentes, des milieux différents, mais l'approche, les techniques, la façon de parler, de poser des questions, c'est la même chose. On va utiliser les mêmes approches. Alors, je trouve ça passionnant. On peut changer de travail, on peut changer de job si on veut, on peut changer de compagnie et on va se reconnaître. On va s'encadrer quand même. Effectivement, puis le point que vous amenez, Madame Oliviera, c'est super intéressant. Donc, oui, il y a le côté généraliste. Donc, l'analyse d'affaires qui maîtrise très bien les outils. Okay? La méthodologie, la façon d'aborder les choses, c'est des gens qui sont importants, évidemment, dans un projet. Puis quand on tombe dans les équipes d'analyse d'affaires, ben, c'est très, très important d'en avoir un pour être capable d'amener une certaine homogénéité dans le travail des analyses d'affaires. Mais il ne faut pas oublier que moi, dans les différents domaines que j'ai eu à intervenir, autant dans le domaine scientifique que le domaine financier, par exemple, ben, il y a une teneur entre le généraliste et le spécialiste d'analyse d'affaires qui apparaît. Comme par exemple, mettons, quand on est dans un domaine qui est sans commune mesure, c'est une identité, un domaine qui est unique, un peu comme on pourrait parler, par exemple, des ressources naturelles, par exemple. Donc, on s'en va dans un domaine où il n'y a pas nécessairement une grande connaissance du domaine, étant donné qu'il est unique. Okay? Donc, c'est un peu ça. Donc, là, les généralistes se tirent très, très bien d'affaires, puis ont beaucoup d'envergure, puis en plus ça fait des projets passionnants. Puis quand on tombe dans des domaines un peu plus fermés, je dirais plus matures. Okay? Donc, par exemple, la finance, les valeurs mobilières qu'on parlait tout à l'heure, les assurances, ces affaires-là, bien là, il existe une communauté d'analyse d'affaires spécialisée dans ce domaine-là. Donc, il y a plein de choses avec lesquelles ils arrivent, avec des options d'outils, avec donc, ils ont une connaissance approfondie dans ce domaine-là. Puis, ils vont vraiment aller chercher, et ça va être important d'en avoir quelques-uns quand on est confronté, par exemple, à ces genres de situations-là. Mais si, par exemple, on parle d'une analyse d'affaires, par exemple, qui accompagnerait un laboratoire, par exemple, d'entomologie. Bon, là, je parle peut-être des termes que les entomologies, c'est un peu les insectes ou les éléments comme ça. Bien, là, il y a plein d'outils qui existent. On sait qu'il y a des laboratoires
qui ont mis au point des outils, qui ont remis sur le marché. Tu sais. Fait qu'à ce moment-là, d'avoir un analyste d'affaires qui a une connaissance de ces éléments-là, ben là, c'est inespéré, mais il y en a peut-être, en tout cas, moi, j'en connais peut-être un. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est très intéressant, Jérémy. Oui, de mon côté, puis je veux qu'on essaie d'avancer, on a déjà la moitié du temps de dérouler, puis il y a quelques questions dans le chat que j'aimerais qu'on adresse aussi. Mais tu sais, comme tu disais, le caméléon, c'est ce que je disais hier dans ma présentation aussi, c'est un des gros avantages de l'analyse d'affaires, d'être capable de s'adapter à n'importe quel contexte. Puis je pense que l'évolution de l'analyse d'affaires l'analyse d'affaires est apparue en fait avec les systèmes plus complexes qui sont arrivés avec l'informatique. J'ai l'impression que peut-être un peu comme l'informatique, qui était une compétence qui était très, très, très spécialisée au début, maintenant on s'attend à ce que de plus en plus de gens sur le marché du travail aient les connaissances de base en informatique. Maintenant que l'analyse d'affaires est un petit peu plus démocratisé, j'ai l'impression qu'on va aussi s'attendre à ce qu'un peu plus tout le monde ait les compétences de base en analyse d'affaires, de considérer la valeur, de prendre en considération le contexte, les parties prenantes, le changement, puis tout ça. Puis c'est un petit peu ce que je vois dans une approche comme SAFe, le Skill Agile Framework, où que les valeurs fondamentales, c'est essentiellement ce qu'on est appris en tant qu'analyste d'affaires à regarder. Donc, le rôle d'analyste d'affaires n'est plus un rôle juste 100% dédié, bien qu'on a encore besoin d'analyse d'affaires dans un rôle comme parce qu'il y a des besoins qui sont vraiment plus complexes à aller analyser. Mais j'ai l'impression qu'on s'attend aussi à ce que plus de gens, les développeurs, les gens de UX, les gens de n'importe quelle place dans l'organisation, comprennent ces notions-là et les aident tout le temps en arrière de la tête, sans être nécessairement des experts, qui est un rôle qui revient à l'analyse d'affaires. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois aussi l'évolution. C'est sûr. Ça me fait penser au fait que, comme analyste d'affaires, on doit quand même faire un choix. À un moment donné, maintenant, on a, par exemple, l'avenir. On parlait justement de l'avenir. Comment est-ce quelle sorte d'analyste métier on va être? Il y a tellement de pression maintenant pour comprendre, par exemple, tout ce qui est cybersécurité. Alors, c'est un domaine où la plupart des analystes que moi je connais, on n'est pas vraiment calé dans cet aspect-là de la sécurité. Alors, est-ce qu'on va s'en aller vers ça? Il y a même une certification maintenant, évidemment, au IEA. Ou est-ce qu'on va plutôt aller vers le product ownership? Ça, c'est un autre domaine là, qui vraiment ressort maintenant, là, que tout le monde veut aller là-dedans. Ou bien peut-être les données, l'analyse. Alors, j'ai l'impression que comme analyste d'affaires, il y a tellement maintenant d'options qu'on doit peut-être se poser la question, mais moi, qu'est-ce qui me passionne? Parce qu'il faut quand même y aller avec son cœur. Hein? C'est ce que j'ai adressé dans ma présentation hier, où notre choix de carrière est maintenant un dashboard où on a plein de settings qu'on peut ajuster. Je veux plus de décisions, plus d'agilité, moins de collaboration, et qu'on est capable d'ajuster notre carrière comme ça selon nos intérêts. Je vais rebondir sur ce que tu disais pour aller sur la première question qui est de Georgia. Peut-on parler d'analyse d'affaires, principalement d'analyse de besoins sans les données? Et dans une même phrase, quel est, d'après vous, le rôle que joue une analyse d'affaires dans les sources de données d'une organisation? On rejoint les données. Fabien, c'était de la intéressant à y aller. Oui, parce que qui dit informatique dit d'abord et avant tout information. On est souvent porté à vouloir avoir le résultat avant de réfléchir aux sources. Puis là-dessus, je trouve que c'est les sciences humaines qui ont un beau parcours à exploiter là-dedans. Parce que justement, on parle de source. Pour moi, ça, c'est un mot important. De dire quelle est l'information, puis comme mathématicien un peu aussi, j'aurais tendance à dire quelle est l'information primaire. Donc, celle qui est un peu l'information indépendante. À partir du moment qu'elle existe dans l'environnement de données, donc, ça, pour moi, c'est des questions que actuellement, j'ai une équipe de 9 analystes d'affaires. Puis là, je lui dis, bon, mais éventuellement, quand on va avoir un peu établi parcours, si on veut, du processus, ben là, on va regarder le processus, mais en termes de quel est le parcours de l'information. Fait que oui, l'information comme telle, je pense que c'est une préoccupation, c'est une capacité, c'est une compétence transversale qu'il faut que les analystes d'affaires
aller chercher, puis ils vont vraiment se distinguer rapidement, OK, par le fait qu'à un moment donné, leur esprit est bien développé de ce côté-là en disant c'est quoi l'information primaire, c'est quoi l'information secondaire, parce que l'information secondaire, normalement, elle dérive d'une information déjà qui est recueillie. C'est là qu'on va aller chercher des opportunités de valeur, OK, en amincissant, si on veut, le parcours de l'information entre la donnée primaire et la donnée finale. Puis c'est là que vos processus, quand vous allez les redessiner, ben, ils vont comme devenir déjà optimaux, du moins ils vont devenir vraiment intéressants. Parce qu'après ça, on va dire, bon, ben, là, peut-être qu'il faut faire un peu comme disait Mme Oliveira, il faut peut-être apporter des éléments de sécurité, il faut peut-être amener des éléments comme ça. Puis là, quand on a l'avantage de travailler dans une grande firme ou dans des équipes, ben là, on peut faire venir des ingénieurs. Tu sais, on peut dire, ben non, là, pour être capable de parler de sécurité, ça prend tout un corpus d'informations. Tu sais, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de normes. On ne peut pas demander à tout le monde de les connaître, mais on peut être sensibilisé à dire, ben, il faut que je pose des questions, il faut que je lève la main et que je dise, qui peut, c'est quel expert que je dois faire intervenir. Donc, ça fait partie un peu de la tâche d'analyse d'affaires, de dire, ici, il y a une question qui est très importante au niveau de la sécurité, mais moi, je peux peut-être improviser, mais c'est pas mon expertise. Qui doit-on faire intervenir sur cette question-là? Fait que donc, quand on parle des informations, ben, ça vous donne vraiment le fil pertinent où faire intervenir les personnes. Oui. Je pense que tu as absolument raison. On peut pas diviser ou on peut pas séparer analyse d'affaires sans aller chercher une expertise, qu'elle soit au moins une certaine expertise de base sur la modélisation de données, par exemple. Et je sais qu'il y a de mes confrères, de mes consoeurs qui n'aiment pas ça. Ah, tu sais, la modélisation. Moi, personnellement, je trouve ça passionnant. Mais même si on n'aime pas ça, il faut le faire parce qu'on vit dans une période de temps où l'information explose. Hein. Alors, pour pouvoir aider les parties prenantes à décider quelle est vraiment l'information primaire, comme tu disais, Fabien, quelle est l'information absolument nécessaire? Mais il faut savoir amener la discussion, amener les discussions sur la modélisation, par exemple, des données pour pouvoir ensuite traduire ça dans du côté physique des modélisations. Mais même si notre projet n'est pas nécessairement un projet TI, parce qu'il y en a de moins en moins de projets qui ont quand même 99% de ces projets-là vont avoir un petit peu de TI au moins. J'en connais pas vraiment qui sont juste modélisation des processus, par exemple, c'est de plus en plus rare, mais il faut quand même y aller de reconnaître ce besoin-là. Alors, si on n'est pas très calé du côté de données, il faut prendre les moyens pour avoir cette expertise-là, je trouve. Oui, puis de toute façon, il existe des métiers de modélisation de données. Exactement. Donc, il faut en recourir, mais sauf que le travail d'affaires, de dire, par exemple, quelle est la donnée, quel est l'objet d'information fondamentale, par exemple, dans un domaine. Tu sais, j'ai travaillé en géomatique, par exemple, j'ai travaillé dans différents domaines. Quand on parlait tantôt des laboratoires, on parle, mettons, de la finance. Donc, en finance, par exemple, ça serait, ou en valeur mobilière, c'est quoi, par exemple, la donnée atomique? Ben, ça prend une analyse d'affaires assez aguerrie pour dire, ben, on va concentrer notre travail autour, par exemple, de la position dans un portefeuille, par exemple. Ah, ben là, on commence à être proche. Là. Puis là, après ça, comment est-ce qu'on va faire la réflexion? Ben, au moins de la démarrer. OK? Donc, dites-vous que les analyses d'affaires, c'est peut-être ceux-là qui vont démarrer la question, qui vont dire, ouais, ben, on pensait peut-être pas affecter, par exemple, notre book of record, mais ici, par exemple, ça va être nécessaire si on veut être capable d'amener les changements qu'on va avoir, parce qu'on ne veut pas tomber dans de l'information réchauffée, dans le micro-ondes. On veut de l'information fraîche. Ce que je comprends de ce que vous dites les deux essentiellement, c'est qu'il ne faut pas juste sortir des données pour sortir des données. Il faut toujours revenir aux besoins. Parce qu'en tant qu'analyste d'affaires, on est très, très, très bien placé pour faire. Et il faut être capable aussi d'éliminer les choses qui sont des distractions, les données qui ne sont pas nécessaires. C'est tellement facile de faire des corrélations, des choses qui n'ont aucun sens.
Il faut vraiment se concentrer sur des données qui ont de la valeur, qui sont précises au contexte qu'on essaie d'utiliser. Donc, c'est ça que je comprends des discussions. Puis, je vais refaire le parallèle avec ça. Encore une fois, c'est dans le domaine dans lequel j'évolue. En tant que Release Train Engineer, un de mes rôles est de prendre les données, les métriques d'évolution de nos processus, les flux de valeur, tout ça, pour être capable d'amener des opportunités d'amélioration, puis après ça, de discuter avec les équipes, qu'est-ce qu'on pourrait adresser, basé sur des données encore. Fait qu'on soit en agilité à l'échelle, qu'on soit en projet régulier, en finance, en RH, peu importe, je pense que les données vont être importantes partout où on va évoluer dans ces domaines-là. Il faut juste toujours se poser la question, c'est quoi le besoin qu'on essaie d'adresser ici? Absolument. C'est pour ça qu'on a besoin d'analystes. Et je vois, j'ai un petit commentaire, un gros commentaire même important de Cédric, là, qui parle des 3 niveaux de BA. BA stratégique, le BA projet, le BA opérationnel. C'est tellement intéressant, puis c'est vrai. Puis ça rejoint cette décision-là dans où est-ce que je veux vraiment œuvrer. C'est quoi où est-ce que je vais être le mieux placé pour amener cette valeur-là à la compagnie? Du côté BA stratégique, au fur et à mesure que notre carrière avance, peut-être ça serait fantastique pour un BA d'opérer à ce niveau-là. Les discussions stratégiques, par exemple, avant même que les projets soient élaborés ou soient débutés. C'est avoir ces discussions-là, demander toujours pourquoi on a besoin de ça, c'est quoi les objectifs, est-ce que ça rejoint le plan stratégique de la compagnie. C'est vraiment passionnant de penser qu'on peut œuvrer dans ces différents niveaux. Oui. Quand on parle de, mettons, vous parlez ici du BA stratégique, moi je dirais, il n'y a pas de chance que vous soyez un BA stratégique si vous ne connaissez pas les données. Parce que j'aurais tendance à dire, moi, que ma théorie, en tout cas, de ce que je pense avoir compris de mes expériences, c'est qu'il existe 2 choses primaires dans une organisation. Il y a la mission, puis les informations que ça prend pour faire la mission. Fait que, ça, autrement dit, au plus haut niveau, c'est ces 2 éléments-là qui sont importants. Puis après ça, découle toutes sortes toutes sortes de conclusions, on dérive plein d'hypothèses, d'idées là-dessus. Mais je pense que c'est les données qui sont, pour le BA stratégique, le premier point à développer. Je ne vais pas te couper, Fabien, mais il nous reste 3 minutes. Puis il y a une super belle question ici de Sévim que j'aimerais ça qu'on adresse avant de conclure. Donc, peut-être en 1 minute chacun. La question, c'est il y a beaucoup de documents, d'exemples et de littérature dans le domaine des TI, purement TI, déploiement de solutions, des choses comme ça. La question, si je la comprends correctement, est-ce qu'il y a des exemples de littérature ou de documentation qui pourraient aider quelqu'un, un business analyst qui est dans une notion, pas nécessairement informatique, mais d'affaires en général? Donc, des documents, des références que vous connaissez, que vous pourriez suggérer. Ah ben, moi, personnellement, j'en ai pas à recommander. Je donne quelques formations à mes pairs dans ce contexte-là. Je dirais qu'actuellement, on est encore entre druides, je dirais. Dans ce sens-là, parce que bon, je dirais qu'il y a peut-être des cas théoriques qui permettent de réfléchir. Donc, moi, je sais bien que je suis plus au niveau de l'architecture d'entreprise. Okay? Donc, Henri Mintzberg, je dirais que c'est quand même pas bête. Je trouve qu'il dit des choses intéressantes pour démarrer, si on veut, la réflexion. Mais après ça, de dire que l'information, comme je dirais qu'il faut partir de votre domaine d'affaires de prédilection. Si vous êtes un arpenteur géomètre, ben vous avez des chances d'être un analyste d'affaires dans les métiers, mettons, de géomatique. Si vous êtes un comptable, vous êtes déjà bien placé pour être un analyste d'affaires au niveau de la comptabilité, par exemple. Donc, posez-vous la question de où vient votre fonds de business. Puis après ça, discutez-en avec des gens qui font l'automatisation, regardez qu'est-ce qui se fait au niveau des systèmes, essayez de vous informer. C'est ça qui va faire vraiment votre valeur. C'est le fait que vous êtes capable de donner un aide pertinent dans vos projets. Donc, si jamais, parce que comme je disais tantôt dans les laboratoires, ben moi, je prends des spécialistes qui ont toujours fait
des expériences de laboratoire, qui ont répondu à des demandes de clientèle. Donc, ces gens-là, en général, ils sont en premier plan pour être business analyst, même s'ils ne se prétendaient pas au départ d'être business analyst. Mais sauf que peut-être de joindre un généraliste qui connaît bien ce que Mme Oliveira tantôt disait. Donc, de dire qu'il connaissait bien son savoir-être, qu'il est capable d'organiser des rencontres, ces choses-là, ben, ça va probablement l'aider à faire son travail. Mais en gros, la production, la valeur, ça va être les gens qui sont déjà des spécialistes dans leur métier qui vont apporter le plus de pertinence. Oui, c'est bien dit, Fabien. Je trouve il faut commencer par le début, n'est-ce pas? Je comprends. Il faut commencer par le début. Et le début, vraiment, c'est le BABOK. Moi, je dirais, là, le BABOK, c'est ça. Tu avais la même idée, Jérémy, j'imagine? J'allais à la même endroit que toi. Oui, c'est ça. Le BABOK qui se veut un général. Hein? Alors, c'est comme ça qu'on avait débuté ce guide-là. Parce que quand on a commencé en 2005, là, quand on a sorti la version 1.6, c'était vraiment pour les analystes du monde qui n'étaient pas tous nécessairement TI. Alors, c'est vraiment généralisé et on commence avec ça. Les techniques, peu importe s'il y a un côté TI ou non, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes approches. Poser des questions, savoir poser quelles questions. Et toujours revenir au pourquoi. Alors ça, c'est les techniques qui sont générales. Et ensuite, moi, j'ai deux auteurs que j'aime beaucoup. C'est des livres en anglais et qui sont... c'est vrai qu'il y a le côté TI, mais le TI, c'est la dernière chose qui vient s'attacher à notre travail d'analyste d'affaires. Mais pour commencer, alors il parle par exemple Steve McConnell, qui est un auteur incroyable, qui a écrit Rapid Development, et puis qui n'est pas Rapid Development, mais pas dans le sens seulement développer de logiciels, parce que les analystes d'affaires, on n'écrit pas de code. Alors, mais pour que d'autres écrivent ce code-là, mais il faut savoir quoi. Hein? Il faut savoir le quoi. Alors, et le pourquoi. Donc, Steve McConnell, pour moi, c'est un auteur extraordinaire. Et aussi, j'aime beaucoup Carl Wiggers, que même si c'est vraiment du côté TI, la façon qu'il écrit n'est pas seulement pour les projets TI. Alors, BABOK, Steve McConnell, Carl Wiggers, c'est mes préférés. Parfait. Et moi, je vais conclure peut-être avec mes deux préférés. Et ce n'est pas en lien du tout avec l'analyse d'affaires, mais plus le volet humain qui est relié à l'analyse d'affaires. On parlait beaucoup du why. Simone Sinek, Start with Why, ou trouver son pourquoi. Très intéressant pour vraiment reformuler un petit peu dans notre tête comment est-ce qu'on voit le besoin. Et à peu près tout ce qu'écrit Adam Grant, étant un psychologiste organisationnel, c'est plus sur le savoir-être dans les relations qu'on peut aller chercher avec les gens, comment se présenter, puis comment est-ce que les gens peuvent être résistants au changement. Je prends note de soi. Le dernier livre, Think Again, de Adam Grant, d'ailleurs, vraiment excellent pour les concepts psychologiques de comment est-ce que les gens résistent au changement, sont habitués de voir les changements arriver dans leur vie. Donc, ce n'est pas du tout lié en tant que business analyst, mais c'est de la psychologie et je trouve ça tellement pertinent dans ce qu'on fait. On a dépassé notre temps, donc merci beaucoup, Dulcé, merci beaucoup, Fabien. Écoutez, je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures. Oui, j'ai personnellement beaucoup apprécié la discussion. J'espère que dans le chat, vous avez apprécié beaucoup aussi. Laurence, très d'accord avec toi. La littérature professionnelle devrait compter davantage de ressources francophones. Donc, oui, tu le sais, Fabien, on compte sur vous pour écrire parce que moi, si j'écris, ça ne sera pas beau. Mais... Non, j'aimerais bien ça écrire, là, mais tu sais, les enfants sont encore à l'école. Mais une chose est vraie, n'oubliez pas que le BABOK est maintenant en français. Hein? Le BABOK version 3 en français, que beaucoup de nos collaborateurs à Montréal et aussi à Québec ont contribué à ça. Hein? merci Jérémy, d'autres comme Jean Nicholson, etc. J'ai été simplement un contributeur. Le gros des efforts revient à Georges, Yves, à Rod, Pierre Tremblay. Un grand merci à tous ces gens-là qui ont contribué à rendre la ressource disponible. Oui.
C'est juste un début. On continue à franciser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une conférence en français qui est absolument extraordinaire. Parfait. Effectivement. Donc, merci tout le monde. Merci Merci, Jérémy. Merci, aux panélistes. On se revoit dans la prochaine conférence dans quelques minutes. Donc, au plaisir. D'accord. Merci. Bye bye. Bye. Merci, c'était super intéressant. Cool.